Ça commence par un courrier. Un courrier de la préfecture de police. Qui vous dit vous avez été tiré au sort sur les listes électorales. En ouvrant l'enveloppe, je vois cour d'assises. Et là, ça m'a fait un choc. Mon mari m'a téléphoné en me disant « T'as un courrier du tribunal, qu'est-ce que t'as fait ?» C'est une convocation à se présenter à un jour donné au tribunal. Si je ne répondais pas, j'allais être convoquée par la police ou la gendarmerie. On peut être condamné à une amende. 3 750 € par jour de non-présence au tribunal. On dit qu'on ne peut pas du tout y échapper. Et puis on arrive dans cette salle, il y a une grande solennité en fait. On se sent très petit. Je ressentais une espèce d'appréhension, comme si on était des enfants qui avions fait des bêtises. Peur d'être jugés nous-mêmes. Alors on est à votre disposition pour répondre aux questions. Alors il y a des expériences. Il y a un endroit en France, alors je ne sais pas si ça perdure, mais à Pau, effectivement, ils ont monté une cellule d'aide psychologique aux jurés. Mais moi, pour faire ce film, j'ai été conseillée par un magistrat qui s'appelle Régis de Jorna, qui est président de la cour d'appel à Paris, et qui a fait beaucoup de procès, notamment c'est lui qui a fait Charlie Hebdo. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de bouteilles, et lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec cette conception, en disant c'est pas un traumatisme psychologique, même si dans les témoignages ça peut s'apparenter. Mais c'est plus un devoir citoyen, mais qui est, c'est vrai, oui, qui est compliqué. Et lui, c'est un des rares magistrats en France à inviter les jurés à revenir 15 jours après la fin du procès, fin de la session d'assises, pour leur demander comment ils ont vécu ça et partager. Et il m'a dit que rien que le fait de faire ça, ça résout pas mal de problèmes, on va dire, une fois qu'ils ont pris un tout petit peu de recul. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai senti, parce que je suis pas du tout une spécialiste des questions juridiques, donc je vais laisser le magistrat répondre après. Mais moi, j'ai débarqué un peu naïvement dans cette histoire, et je me disais, mais oui, c'est vrai qu'ils ont subi un choc, quoi, hein, réel. Et comment se remettre de tout ça, et la plupart n'en avaient pas parlé. C'est surtout ça le problème, parce qu'ils confondent le secret du délibéré, qui est dans la loi, avec le fait de pas pouvoir parler de ce qu'ils ont vécu. Et bon, moi j'ai bien reposé la question aux différents magistrats. Ce que j'ai fait, j'ai le droit, et ils ont le droit d'en parler. À partir du moment où on peut pas identifier l'affaire, et qu'on les protège. D'ailleurs, j'ai même pas mis leur nom de famille, hein, c'est juste leur prénom qui est dans le générique. Donc il y a cette distanciation là, mais à partir du moment où le procès est fini, ils ont le droit quand même de partager ce qu'ils ont vécu. Or très peu le font. Et quand on voit des vidéos pédopornographiques dans la longueur, bah c'est mieux d'en parler quand même. Mais sauf qu'ils l'ont pas fait, quoi. L'expérience que vous évoquez de la cour d'assises de Paris, où on prend contact 15 jours après avec les jurés, c'est exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'aller requérir ou d'être assesseur aux assises du Rhône, du Calvados, de la Loire, et puis en Basse-Normandie et en Bretagne également. Il y avait la Manche, Calvados et l'Orne, et la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Jamais j'ai vécu ce dispositif-là.
Ouais. Et moi, c'est mon grand regret, parce que lorsque le président annonce la culpabilité, puis la peine, effectivement, vous aviez là des jurés qui indiquaient qu'on leur avait dit on repart tout de suite, on se lève, on repart. C'est vrai qu'il y a un sentiment de précipitation. C'est-à-dire qu'on retourne tous dans la chambre de délibération, et là, on prend 10 minutes avec les jurés pour leur dire, bon, eh bien, on vous salue, parce que nous, on y retourne. Les 3 magistrats professionnels retournent dans la salle pour statuer sur les intérêts civils. Les demandes de déménagement pour la réparation des préjudices, c'est souvent évoqué juste après, une audience éclair, c'est évident, mais les jurés n'y sont pas. Donc ils partent pendant que nous sommes retournés dans la salle, et lorsque on a terminé, on délibère les 3 magistrats professionnels, on prend la décision et on repart. Donc l'immense majorité des jurés, je ne les ai jamais revus. Ou alors c'est par le plus grand des hasards que j'ai pu les croiser, mais il n'y a pas de suivi, et les présidents d'assises concernés par ces cours d'assises ne prenaient pas contact avec les jurés. Alors c'est pas prévu par la loi, là c'est uniquement le bon vouloir. Le bon vouloir du président de le faire, c'est son humanité, mais c'est pas du tout dans ses prérogatives. Je pense pas qu'il y ait quelconque dans son temps de travail pour le faire. Mais c'est vrai que ça devrait être réfléchi. Parce que je suis convaincu qu'après une expérience comme cela, ce monsieur qui disait qu'il avait 4 mois pour que son corps s'en remette, même les magistrats professionnels le ressentent. disait qu'elle avait des cauchemars. Et non, il n'y a pas de suivi psychologique. C'est un drôle de métier, hein. Et en même temps, moi je leur ai posé la question à la fin du film, est-ce que vous seriez prêt à repartir, est-ce que ça vous a intéressé, est-ce que c'est positif, etc. 8 jurés sur 10 du film ont dit évidemment. Donc voilà, ça relativise aussi. L'expérience change beaucoup de choses, c'est évident. Quand je rentre en fonction, 15 jours après mon arrivée aux fonctions de substitut de procureur à Saint-Étienne, je suis allé aux assises. Donc j'ai requis dans mon premier dossier, j'étais un jeune magistrat, un très jeune magistrat, j'avais comme avocat de la défense un avocat patenté, un ténor du barreau, qui avait une belle voix, qui parlait bien, et moi j'avais la voix chevrotante de l'ancien étudiant que je ne suis plus depuis 3 ans, et du nouveau magistrat encore peu légitime. Donc, j'ai sans doute vécu plus au tout début de ma carrière ces questionnements, ces interrogations. Mais j'ai une arme essentielle, c'est cette robe. C'est évoqué dans le documentaire, où on trouvait peut-être un peu désuet, sans sens. Mais ce n'est plus François Lavallière himself, c'est juste le procureur, enfin l'avocat général. L'avocat général, c'est le procureur aux assises. Ça n'a rien à voir avec l'avocat, c'est juste un ancien terme c'est un terme de l'ancien régime. Mais ce n'est pas l'individu X qui est là, c'est le magistrat qui est sous sa robe. Je ne dis pas que ça nous rend inhumains ou ça nous décale de la réalité, mais ça nous donne déjà une carapace. Et après, lorsque j'ai notamment présidé un certain nombre d'audiences, pas aux assises, mais dans des dossiers qui peuvent être comparés à la GIRS, je tenais à toujours regarder l'accusé. Parce que je constatais, comme l'ont fait les jurés, que le réflexe, quand on prononce une peine, c'est à ce moment-là d'être très très gêné. Il y a toujours un moment d'appréhension quand vous rentrez dans une salle d'audience et que vous allez rendre une décision, que vous soyez le président ou que vous soyez assesseur, même avec une robe, c'est dur. Certes, on assume cette décision, et l'expérience nous aide aussi à l'assumer plus facilement, mais il y a des ressentis qui sont les mêmes. L'impression parfois d'avoir reçu un bus qui passe sur le corps, j'aurais pas pris cette image-là, mais l'image d'être mis KO au sol après une déposition de témoin ou la déposition d'une victime, oui, on le ressent toujours. Mais il y a cette armure, ou ce rempart, ou cette protection qu'est la robe, et l'expérience. Et je suis convaincu que l'expérience ne fait pas trop relativiser, mais elle permet de nous aider à nous reporter à l'essentiel, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une culpabilité, et l'étape d'après, quelle sera la peine. Alors que le juré, pour qui c'est la première fois, il peut être vous demain. Ça peut être votre boulangère, ça peut être votre pharmacien, ça peut être votre père, votre mère. N'importe qui peut être tiré au sort. Sous réserve qu'il n'y ait pas de casier judiciaire et autres, mais ils n'ont pas cette habitude. Donc chaque moment d'audience est une projection d'émotion pour eux, pour en avoir discuté avec eux. Alors, quand j'étais
le représentant du ministère public, l'avocat général, je ne pouvais pas discuter avec eux. Je voyais juste dans leur regard, leur comportement dans la salle d'audience. Et quand j'ai siégé dans de très nombreux dossiers d'assises comme assesseur, là j'ai vu ce que ce monsieur disait, on va aux toilettes pour pleurer. La première fois que j'ai compris ça aussi dans les procès, que ces moments où ils nous disaient qu'ils allaient prendre une cigarette, ou qu'ils s'éclipsent aux toilettes, et où je trouvais qu'ils étaient très très longs aux toilettes, j'ai pas perçu. Très vite j'ai compris que c'était juste un moment où on entendait des grands souffles, et c'était juste là je me libère. Après ils se permettent aussi de le faire devant nous, mais c'est pas facile. Mais c'est facile pour personne. Les procès d'assises, penser qu'un magistrat avec sa robe sera insensible à ce qui se passe et pourra le soir même rentrer chez lui et faire comme si tout allait bien, c'est pas davantage facile. Enfin, c'est plus facile, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est bien, c'est intéressant que vous parliez d'émotion, parce qu'on n'entend jamais les magistrats en parler, en fait. On parle toujours c'est vrai, de l'aspect juridique des choses. Mais c'est plus facile pour nous de gérer nos émotions parce qu'on sait qu'on doit le prendre avec le prisme juridique. Oui, ça aide. Mais il n'y a pas un témoignage qui nous laisse complètement indifférents. Beaucoup. Vous avez entendu une des jurées qui disait que elle s'était projetée parce que son fils avait l'âge des enfants concernés par les viols qui avaient été filmés et diffusés. À la naissance de ma troisième fille, elle avait tout juste 3 semaines, j'ai eu à gérer. Alors, j'étais pas encore au procès d'assises, heureusement, je n'ai pas eu à aller au procès d'assises parce que c'est la première et la seule fois de ma vie où je ne me suis pas senti suffisamment avec la capacité de prendre du recul sur la situation. L'enfant victime avait l'âge de ma fille, c'est 3 semaines. Elle avait été victime de viol, c'est 3 semaines, c'est 3 mois par son père. C'est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, que les médecins n'ont pas pu comprendre quand ils ont eu l'enfant entre les mains. Et quand je rentrais chez moi le soir, que j'approchais ma fille, j'avais les bras qui tremblaient. J'étais pas capable de la prendre dans mes bras. Je ne suis pas allé aux assises parce qu'après j'ai changé de fonction, mais il y a des projections personnelles qui sont évidentes. Si on sent vraiment que c'est trop fort, on doit s'en défaire. Et après, j'ai vécu des procès d'assises, dont un ici, où c'était le procès d'un gourou, ça a duré 3 semaines, on était en appel, et on avait des membres de la secte qui étaient là, certains qui étaient encore complètement dans, l'emprise, voilà, c'est le terme. C'est un terme qu'on a beaucoup débattu, et d'autres qui découvraient ce dont ils avaient été victimes et ce dont leurs enfants avaient été victimes. Et on voyait des parents à la barre qui disaient qu'ils avaient livré leur enfant au sacrifice. Pour eux, c'était une découverte sexuelle, c'était du sacrifice. Là, vous vous projetez dans votre rôle de père, de mère. Il y a toujours un moment dans un procès où on redevient l'humain, mais on devient peut-être l'humain qui est en face de nous. On perçoit corporellement aussi, physiquement. Cette image de la sensation physique, elle est importante, je pense. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous avisés pour les cours criminelles départementales, si vous voyez ce que c'est. C'est une expérimentation qui a été lancée en 2019, qui a concerné d'abord 6 cours d'appel, pas l'Ille-et-Vilaine, nous avons refusé. Et je pèse mes mots parce qu'il était possible que ce soit les présidents de la GIES qui soient invités à présider les cours départementales criminelles. Nous avons dit non. Donc 6 cours au départ, 6 de plus depuis 2020, depuis l'été 2020, avril 2020 exactement. Et logiquement, si la loi qui est censée donner confiance en la justice, alors qu'on est encore en train de débattre des états généraux, enfin peu importe, cette loi a été adoptée, enfin en tout cas la commission paritaire s'est positionnée, ça devrait entrer en vigueur de manière généralisée au 1er janvier 2023. Ça devrait. Il n'y a pas encore eu de promulgation, le Conseil constitutionnel n'a pas encore parlé. Puis on est malgré tout, alors qu'on nous dit au 1er janvier ça va être généralisé, dans une phase expérimentale. Donc qui dit phase expérimentale, on peut revenir dessus. L'idée est de ne plus confier les crimes qui sont sanctionnés, qui peuvent être sanctionnés par des peines de 15 et 20 ans, donc en clair les viols simples et les coups mortels, enfin coups ayant entraîné la mort sans intention de le donner la plupart du temps, également les vols avec armes sans mort d'homme par la suite, ou sans circonstances aggravantes qui donneraient une peine supérieure à 20 ans. Ces 3 types de procès ne seraient plus jugés par une cour d'assises, donc avec les 3 magistrats professionnels et les 6 jurés tirés au sort, qui vont devenir 7 d'ailleurs si la loi passe et promulguée, justement parce qu'on ne fait pas confiance aux juges professionnels, et c'est dit dans le texte, pas de la loi, mais de la présentation de ce texte, il faut s'assurer que les jurés auront la majorité à eux seuls,
il y a déjà une défiance assez impressionnante. C'est écrit dans le texte, donc c'est pas un avis personnel. Je relisais ça sur le site juste avant de venir. Donc, au lieu d'avoir une cour d'assises où on a les jurys professionnels, on va faire appel à 5 magistrats professionnels qu'on va chercher dans les juridictions. L'idée n'est pas de contredire l'intérêt de la cour d'assises, c'est juste des questions d'organisation, de temps, de gestion du temps. La phase expérimentale a prouvé qu'on gagnait 6 à 8 mois d'audiencement, c'est-à-dire que le procès est jugé 6 à 8 mois plus tôt. Mais les 5 juges professionnels que vous allez faire venir, eh bien, ce sont 5 juges qui vont pas traiter d'autres affaires en même temps. Mais vous êtes favorable ou pas alors à ce changement-là? Je suis curieuse. Non, on a commencé à en parler avant, mais... Alors, est-ce que j'y suis favorable ou pas alors, il y avait un autre objectif que le gain de temps, c'était aussi d'éviter ce qu'on appelait les correctionnalisations, notamment pour les faits de viol qui n'étaient pas considérés comme les plus graves, de les faire juger par un tribunal correctionnel en requalifiant les faits en agression sexuelle aggravée. Donc au lieu de faire encourir 15 ans, on faisait encourir 10 ans, puis on se disait ça va devant des juges professionnels. Et le regret, c'est qu'on envoyait ça au tribunal correctionnel et rarement le seul dossier de l'audience. Et donc un procès qui aurait tenu une, minimum, voire 2 ou 3 journées à la cour d'assises pouvait être jugé en une demi-journée, en un quart de journée au tribunal correctionnel, avec un sentiment évident d'insatisfaction. Et puis les victimes ont sans doute besoin d'entendre, en tout cas parfois besoin d'entendre que c'est un crime et pas un délit qui ont été victimes, que c'est bien un viol et pas une agression sexuelle et qu'on se cache pas derrière des mots juridiques. Dans ce sens-là, j'y trouve un intérêt. On a considéré que 3 magistrats professionnels ne suffisaient pas, il fallait en mettre 5 pour être sûr, pourquoi pas. Ça gagne du temps dans les procès, les premiers retours sont positifs, mais la question elle irait plus loin. Est-ce que je suis pour ou contre le système des assises? J'ai des grosses interrogations. Donc je sais pas si j'irai jusqu'au bout de ces questions. Alors après, si on prend l'histoire des jurys populaires, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un héritage de la Révolution française. Ouais. À un moment, on coupait des têtes à chaque fois qu'on était en désaccord. Non, mais parce qu'on a quitté un système où il y avait que les nobles qui jugeaient les autres. Donc le Parlement de Bretagne, où vous avez tourné le film. Voilà. Donc là, on dit à tout à chacun, vous pouvez juger avec toutes les imperfections, hein, effectivement, qu'on devine dans le film, c'est-à-dire des erreurs, des approximations, voilà. C'est quand même l'héritage de la Révolution française que de dire que la justice est rendue au nom du peuple et en partie par le peuple, en tout cas pour les crimes les plus graves. Ouais. Donc est-ce que c'est pas une rupture étrange que de diminuer le territoire des jurys? Enfin voilà, c'est la question que je me pose. Hein, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Celui qui a fait voter la loi et qui en dit maintenant beaucoup de bien et qui dit qu'il fallait généraliser était l'ardent opposé à toute cette forme de jugement par uniquement des magistrats professionnels. Éric Dupond-Moretti était complètement opposé à ce système, avant qu'il vienne garde des Sceaux. Ah, oui, mais il fallait qu'il fasse des économies. Financières. Voilà, c'est exactement ça. Sur les grands principes, oui, c'est sans doute bien d'avoir un jury populaire, mais on touche des points très importants. Si j'étais certain que la sérénité et la raison étaient maîtresses et restaient maîtresses dans le procès d'assises, j'aurais aucun souci avec ça. Parce que j'ai pas plus confiance en mes ressentis et en ma capacité de prendre de la distance que je n'ai confiance en vous, madame, ou en vous, monsieur. Pas du tout. Mais ce dont je suis certain aussi, et qui n'est pas beaucoup diffusé, enfin qui n'est pas beaucoup apporté dans le documentaire, c'est que le président d'assises doit se retenir. Il a même l'interdiction de dire à quelqu'un, monsieur, vous nous mentez. Il n'a pas le droit de le dire. L'avocat général, donc le procureur de la République à l'audience, il requiert, après avoir prêté son savon de magistrat il y a longtemps, mais en tout cas, il a l'obligation de faire preuve de bonne foi. Il ne peut pas mentir. Il doit s'appuyer sur le deuxième objectif. L'avocat de la défense, qui a la parole en dernier, peut dire ce qu'il veut. Et ça aussi, c'est un des héritages de la Révolution française. Pour sa défense, on n'est pas obligé de s'auto-incriminer, mais on a même le droit de mentir. On ne fait pas prêter serment en France à un accusé. Il n'est pas obligé de dire la vérité, toute la vérité. Dans un régime anglo-saxon, on ne pourrait pas imaginer qu'il puisse mentir, parce qu'en plus, ce serait une peine supplémentaire. En France, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et l'avocat a le droit de faire preuve de la plus grande des mauvaises foi. Je dis pas que tous les avocats font ça, loin de là. Mais on peut le faire. Et quand ce monsieur disait ça vous retourne le cerveau, la plaidoirie de l'avocat de la partie civile, puis le procureur général, puis l'avocat de la défense, oui, ça retourne le cerveau. Peut-être que quelqu'un qui a une robe de magistrat, qui a l'habitude d'entendre cela, et qui sait uniquement se référer aux éléments, ok, j'ai bien entendu ça, mais j'ai bien conscience que le nombre de fois où, pendant les délibérés, des jurés nous disaient, mais, enfin, si l'avocat l'a dit, c'est pas même vrai, il a la même robe que vous.
Ah non, déjà, il n'a pas les deux rabats. Non, et lui, et je ne sous-estime pas, et je ne mésestime pas le rôle de l'avocat, mais son rôle, c'est de défendre l'intérêt de son client. L'avocat général et la cour d'assises, c'est le peuple français. Donc, pour moi, il y a vraiment des grosses interrogations à avoir. Ce monsieur qui disait, ce violeur, bah non, il n'est plus violeur. Il n'a pas été violeur. Logiquement, s'il a quitté, il n'est plus violeur. Mais les effets d'une plaidoirie, et puis ce microcosme à 12, cette dame qui parlait de 12 hommes en colère, et vous pouvez le dupliquer sur plein de procès. Il y a un certain nombre de fois où, et ça, c'est pas les livres, hein, c'est l'expérience que j'ai de la participation à ces jurys comme assesseurs. Vous voyez des effets de groupe. On se mettra à 12 par groupe de 12 dans cette salle, on vous donne le même dossier, vous allez tous avoir des réponses différentes. Je ne dis pas que si vous étiez 3 ou 5 magistrats professionnels, vous auriez tous les mêmes réponses partout, mais vous auriez des réflexes de juriste. C'est pas que le juriste est plus intelligent, c'est juste que le juriste expérimenté, il a l'expérience, c'est tout. Ah oui, je vous en prie. Je peux me faire l'avocat du diable. Ah bah allez-y, je vous en prie. Moi, je trouve que votre Vous faites mon procès en béatification, alors. Non, mais le débat, il est intéressant, mais c'est vrai, par exemple, aux États-Unis, où les jurés sont seuls, ils délibèrent seuls, enfin, 12 hommes en colère, c'est 12 personnes ensemble qui décident sans magistrat. En France, on a un système, je trouve, un petit peu plus équilibré quand même, puisque c'est une décision partagée quand même. Et qu'on sait que le magistrat ou les magistrats, puisque vous êtes 3 ou bientôt 5, vous avez quand même l'autorité de l'expérience et vous êtes là en gros pour recadrer les débats. Donc vous limitez les dégâts quand même. Je sais pas, cette dame qui parlait de ce magistrat à la grosse voix, vous avez des groupes dans lesquels le simple fait qu'une personne ait au moins inconsciemment plus d'autorité, ces personnes vont être reçues comme voulant imposer une autorité, ce qu'elles ne cherchent pas du tout. Les efforts de pédagogie que parfois déploient les présidents d'assises, voire les assesseurs. J'étais juge d'application des peines, donc forcément tous les jurés me demandaient, en fait ça va faire quoi si on lui met 12 ans, il va réaliser combien de temps exactement en prison. Ils me posaient des questions. Si vous dépassez la simple pédagogie, et encore même en ne faisant œuvre que de pédagogie, certains vont le prendre comme un ascendant déplacé, ou une volonté d'imposer des décisions. La marge de manœuvre des magistrats professionnels est très limitée. Et encore une fois, si la raison et la sérénité étaient présentes dans ces délibérations, aucun souci. Parce que c'était pas parce qu'on donne un avis qu'il est supérieur, mais certains le prendront comme tel, et certains prendront un contre-pied uniquement pour contrebalancer ce qui est. C'est une défiance. Enfin, la défiance contre l'autorité judiciaire, elle existe. C'est pas, je l'apprendrai pas. Mais ça dépend. Enfin, j'ai des souvenirs catastrophiques. Pour parler clairement, et j'appelle ça parfois la roulette russe, la cour d'assises, ce sens que, en fonction des jurés qui vont être tirés, ou du magistrat professionnel, j'en conviens, si vous êtes accusé, vous avez plus de chances première session qu'à la deuxième, ou pour la victime, c'est la même chose. Ouais, je sais pas, la personne qui témoigne dans le film, son procès est déjà assez ancien, je crois qu'elle a siégé il y a plus de 15 ans, et c'était vraiment un magistrat à l'ancienne qui a... D'après ce qu'elle m'a raconté, qui a essayé je pense que les choses ont un peu évolué dans la manière aussi de faire. Moi, j'étais très surprise. Il y a 15 ans. Voilà, j'étais très surprise en assistant à des procès ici. C'est encore une fois, je suis très naïve dans cette histoire, de voir le ton hyper respectueux. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus surplombant, voilà, plus d'autorité descendante de la part du magistrat, et j'ai trouvé qu'au contraire, les choses se passaient beaucoup plus dans l'horizontalité et ça m'a plu en fait. Je me suis dit ah ouais non mais c'est bien quoi. C'est intéressant parce que c'est vraiment une justice qui se partage. Voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Tout dépend du procès sur lequel on tombe. Tout dépend aussi des intervenants, des protagonistes du procès. Tant les accusés que les victimes, que leurs avocats. Et vous avez des avocats, parfois gardes des sceaux depuis, qui n'étaient que dans la provocation de l'incident. Je le dis sous le ton de la boutade parce qu'il s'en faisait fort, donc même si j'ai mon devoir de réserve de magistrat, je peux dire tout à fait honnêtement qu'il annonçait que c'était son objectif aussi, de les mettre chacun des magistrats face à ses responsabilités, et il postait aussi. Vous avez donc des procès d'assises où l'objectif est de provoquer l'incident, ce qui va enlever toute cette sérénité, parce que quand la sérénité est acquise dans les débats, c'est magique ce moment, parce qu'on peut décortiquer tous les éléments, on voit tout. Sachez quand même que quand on va délibérer, on n'a pas le dossier. Donc vous n'allez jouer qu'avec votre mémoire. Un procès de 3 semaines, vous allez le refaire dans votre tête avec votre mémoire. Et entre celui qui est capable de griffonner 500 pages de notes
et de savoir les exploiter, et celui qui ne sait pas prendre des notes, voire qui n'est jamais assis, qui n'a pas son temps à écouter, comment garder une concentration suffisante? Là, je me mets à la place de la victime, et je comprends aussi que certaines victimes aient pendant longtemps préféré un procès au tribunal correctionnel. Parce qu'ils savaient que le dossier avait été non seulement vu par le président, comme aux assises, mais que les assesseurs qui étaient là avaient aussi accès au dossier. Et pendant le délibéré avec mes assesseurs, quand on est au tribunal correctionnel, on peut tous regarder le dossier. Et mettre, comme ça, si l'avocat nous raconte n'importe quoi, on peut aller revoir. Ou si l'accusé nous raconte n'importe quoi lors de sa dernière parole, on peut revenir. Procès des assises, même avec la dernière réforme, on ne peut pas faire ça. Le dossier, le président ne l'a pas avec lui pendant la délibération. Non, on ne va pas avec le dossier. La seule réforme qui a pu modifier ça, c'est si jamais, pendant le délibéré, un jury ou le président dit « moi je voudrais qu'on revoie cette pièce-là parce qu'il y a une discussion importante à avoir dessus », on doit faire revenir les avocats des parties civiles, de la défense et le procureur, et on ouvre la pièce et on la remet au juré en leur présence. Et on referme le dossier et on repart. Vous imaginez, il faudrait que le juré soit capable de dire « c'était l'audition de tel témoin à tel moment », et je crois avoir compris qu'il y avait une incohérence entre ce qu'il disait là et ce qui était dans le dossier. C'est impossible. Ce n'est vraiment que le principe de l'oralité. Ça fait aussi partie des expériences très désagréables. Enfin, je n'imagine pas qu'on puisse rendre une décision alors qu'il y a eu des années et des années de procédure sans que chacun puisse, s'il le souhaite, aller consulter certaines pièces. Alors que c'est la justice qui leur est confiée et les décisions les plus lourdes. Vous l'avez dit, hein, c'est jusqu'à perpétuité, les peines incompressibles. C'est pas des magistrats professionnels qui peuvent les prononcer. Il y a logiquement la commune de résidence aussi. Qu'on puisse ne pas avoir le risque d'avoir dans un petit village de 200 habitants le témoin, enfin l'habitant du hameau voisin du lieu sordide où sont produits les faits. L'avocat général aura accusé 3 personnes au maximum et l'avocat de la défense 4 personnes. Aucun motif à donner. Okay. Monsieur, votre nom est tiré au sol sur une boule ou sur une petite tuile ou un petit papier. Vous levez, vous venez jusqu'à moi, et tout pendant que vous n'avez pas posé vos 2 fesses sur la chaise, on peut vous dire « récusé » et vous repartez. C'est ce qu'il vous expliquait, il n'y a pas d'explication, 3 fois le même récusé, un autre 3 fois doit avoir la bonne tête. Parce qu'il n'y a pas d'autres critères, la plupart du temps. Sauf quand vous avez un psychologue, un journaliste. Je pense que même une réalisatrice serait pas prise. Non, pourquoi? Moi, j'ai jamais récusé quiconque. Ah bon? Quand j'étais avocat général, j'estimais que le jeu c'était Vox Populi, ok, donc je ne récuse personne. Okay. Je trouvais que j'avais pas plus de légitimité à dire non, lui peut ou lui peut pas. Surtout qu'une fois que vous avez utilisé vos 3 jokers, comme vous dites, ou vos 3 opérations de censure, c'est fini. Imaginez que les 3 suivants, ils sont encore pires. Vous pouvez rien faire. Pire qu'une journaliste. Ça ne peut pas être un magistrat, rassurez-vous. Mais vous avez, pour la défense, c'est 4. Et si vous avez 15 accusés, c'est pas 15 qui ont 4 fois. C'est dès qu'on aura atteint 4 accusations pour l'ensemble de la défense, c'est fini. Il est considéré traditionnellement qu'un psychologue ou quelqu'un qui peut être dans la communication plus aisée, dont l'échange est le cœur de métier, pourrait avoir un rôle prépondérant sur lui. Mais ça, c'est un biais de l'avocat de la défense. On va plus loin. Tout à l'heure, on en parlait aux États-Unis. Vous allez chercher des cabinets qui vont faire des études complètes pour connaître la composition du grand jury. Et vous allez payer parfois jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars pour savoir si, statistiquement, il y a plus de chances d'un acquittement avec tel jury. Donc, on récusera pas. En France, on peut pas. Les jurés, c'est au moment même où ils sont dans la salle. L'avocat, il est en train de compulser ça. Parfois, vous voyez un collaborateur qui est à côté et qui tape les noms sur Internet, on sait jamais. Google. Mais non, mais c'est vrai, donc, ils font juste de l'enquête ultra rapide sur place. Ce qui donne une sensation, mais très très surprenante. Je suis pas d'accord avec ce système, je crois que vous avez compris. Mais peut-être que vous avez des arguments. Vous aurez évoqué les jurés, moi je ne comprends pas. Soit c'est le tirage au sort, et c'est le tirage au sort. Ouais. Ce qui est quand même un délit de faciès, là. Mais clairement, il y a des profils qui sont bien aimés et d'autres qui le sont moins. Et ce qui est dit dans le film, et je sais que mon beau-père a été un juré. Juré d'assises, et il s'est tapé 3 infanticides d'affilée et un viol, parce qu'il avait le bon profil du jeune retraité, ancien VRP, enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il avait le bon profil, mais enfin, lui, il était pas dérangeant, voilà. Et c'est hyper humiliant pour la personne qui se fait récuser à chaque fois des appels. Ouais.
Alors, j'étais jamais allé jusqu'à ce stratagème-là. Ah, ils sont pervers, les avocats, c'est bien connu, hein. J'aurais pas osé le formuler. Pourtant, parfois, sur le temps de la boutade, je m'amuse à taquiner les avocats, mais j'aurais pas osé ça. Il y a aussi des avocats qui le font parce que ils se disent que c'est en leur pouvoir et pour leurs clients, il faut qu'ils donnent l'impression que récuser. Pourquoi récuser. De toute façon, on n'a pas à leur demander pourquoi. Absolument pas. Mais il y a aussi des avocats généraux qui décident de le faire. Après, il y a des avocats qui considèrent qu'il ne faut pas avoir un panel uniquement d'hommes ou que de femmes. La loi nous dit pas qu'il faut une mixité, une parité absolue. Je vais vous poser une question, je vais vous demander de lever la main, mais rapidement, sans attendre que les autres aient répondu. Vous êtes avocat de la défense, vous devez juger un violeur. Est-ce que vous aurez plutôt tendance à considérer qu'il faut mieux un jury d'hommes protégés ou un jury de femmes? Est-ce qu'il est meilleur pour l'accusé, je dis bien, d'avoir des jurés hommes, levez la main, des jurés femmes? Bien statistiquement, la minorité a raison. Parce que l'homme, ça c'est de la psychologie de bas étage, mais qui a quand même été étudié sur le long terme. J'ai rien contre les psychologues. Je suis désolé d'avoir utilisé le terme. Je n'ai rien dit. Enfin, pour moi, qui n'y connais rien, c'est pour cela que je l'évoque. Les hommes auraient plutôt tendance, je parle au conditionnel parce que je suis pas dans la tête de chacun, à vouloir se départir de cet acte. Ce qu'a fait cet homme, moi je ne l'aurais jamais fait. À moi c'est pas possible. Et les peines les plus lourdes sont proposées par des hommes. Et pas par les magistrats professionnels comme nous dit le jury. Alors que les femmes se projettent plus facilement en étant la mère ou la sœur de l'accusé. Et veulent aussi se départir de cette femme qui aurait pu aussi avoir un comportement qu'elle n'aurait pas eu. Elle n'aurait jamais accepté d'aller dans cette chambre avec cet homme. Donc, notre première réaction, comme je vous ai pas pris par surprise, c'est un test que je fais souvent avec mes étudiants. Vous le faites partout et c'est la même impression de prime abord. Il y avait une question. C'est une autre manière de voir les choses aussi, parce que plus positive pour moi, merci. Ah, c'est peut-être parce que là c'est mon biais de déformation et moi j'ai pas vu ça très positivement cette analyse. Donc Ah non, des gens qui ont une capacité d'analyse. Ah oui, à titre personnel pour vous. Ah oui, d'accord, ok. Non, je croyais par rapport à votre analyse à cour d'assises, excusez-moi. C'est mieux que des gens qui cherchent à avoir l'ascendant sur les autres. Enfin, voilà. Oui, d'accord. Ouais. Ça sous-entendrait que l'avocat se dit non seulement il y a 3 juges professionnels qu'il faut vraiment convaincre, pas que par référence, en plus il y en a d'autres qui ont besoin de la raison pour être convaincus, ça va être dur. C'était ça? Non, c'est moi qui vais plus loin. La loi prévoit juste que les policiers, les gendarmes, les magistrats sont interdits, oui, tous les professionnels de la justice. J'avais vérifié ça tout à l'heure. Je rechercherai, mais... Et alors, on n'est pas obligé de siéger quand on a dépassé 70 ans. Ça a beaucoup vexé une de mes connaissances, qui a été convoqué à 70 ans pile, et il était dégoûté, du coup, Mais on lui propose, il a le droit de demander à être dispensé, il peut rester. Mais il peut rester. Mais il était vexé, du coup. Parce qu'il voulait pas vieillir. Donc. Et c'est à partir de 23 ans. Alors, en fait, je vous ai dit, moi je suis pas du tout une spécialiste de la justice, donc c'est la proposition d'un producteur qui m'a été faite. Mais comme il y a 10 ans avant, mon beau-père a siégé aux assises ici à Rennes, et que l'expérience qu'il a traversée l'avait énormément secoué, il nous a bassiné avec ça, on va dire, pendant un bon bout de temps. Mais c'était des histoires fortes et complexes, des infanticides, un viol... parole contre parole, pareil, la même histoire que ce qui est raconté. Donc, du coup, je savais que c'était super intéressant de parler de ça. Et assez rapidement, en réfléchissant à ce truc, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est que la parole des jurés. Ça, c'était un choix fort dès le début. Et surtout, d'essayer de se mettre dans leurs chaussures, d'être avec eux comme si on suivait un procès, pour aussi, à travers eux, essayer de montrer comment un procès se passe, parce que en France on peut pas filmer les procès, on peut pas les montrer. Moi, j'ai tendance à penser que c'est dommage. Je sais pas, c'est un grand débat. Mais
En tous les cas, les procès en France sont très peu mis en scène, très peu filmés, très peu représentés, à tel point qu'on a des images des États-Unis dans la tête tout le temps. Et ça, je trouve qu'on a un vrai travail à faire de pédagogie sur comment ça se passe un procès en France. C'est quoi les différences avec le droit américain, parce que c'est uniquement ça notre référence dans les films. Et moi, je pensais que, par exemple, les jurés étaient dans un box à part, enfin, ce genre de détails. Et donc, je voulais retracer tous ces petits cailloux là, toutes ces étapes, déjà pour faire un peu de pédagogie, et puis après donner à vivre la complexité de ça, sans forcément rentrer dans le débat pour, contre, oui mais moi je pense ça, moi je pense. Plus le côté humain, l'émotion, en même temps que l'explication de qu'est-ce que c'est un procès, quoi. Et leur point de vue de juré. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à ça. Après, pour choisir mes 10 jurés, j'en ai rencontré beaucoup. Et j'en ai rencontré à peu près 70 et je suis arrivée à ces 10-là. Que j'ai choisi à la fois parce qu'ils avaient envie, qu'on se sentait bien ensemble, qu'ils avaient des affaires très variées, des positions sociales, des âges variés, des genres évidemment différents. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un petit panel et de les tourner ici dans la cour d'assises. Et puis moi j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant, parce que moi des documentaires en général, j'interviens pas sur le réel, je le mets pas tellement en scène. Je dis pas aux gens asseyez-vous là, faites ceci, faites cela. Et là, je les ai vraiment mis en scène, comme s'ils étaient dans un procès ensemble. Mais c'est pour de faux et on le comprend très vite, je pense, dans le film. Je me disais, mais comment ça va marcher cette affaire? J'étais pas du tout sûre que ça fonctionne. Mais tous ces gens qui se connaissaient pas entre eux, qui avaient siégé des fois il y a 10 ans ou 15 ans, d'autres fois 6 mois après, certains à Paris, d'autres dans le Nord, d'autres à Nantes, voilà. À partir de l'instant où ils sont rentrés dans la cour d'assises, tout a fonctionné. Ils étaient à nouveau transportés dans leur expérience, que ce soit pendant les moments d'interview ou les moments où ils étaient tous ensemble dans la mise en scène, où je leur disais tournez la tête, faites ceci, cela, levez-vous, réasseyez-vous. C'était totalement artificiel comme truc. Mais finalement, ça marche, quoi. Voilà. Vous avez entendu la voix de l'huissier de justice? C'est moi. Et puis alors, mon mari fait assesseur. Et voilà, j'ai vu mon mari en robe. Mais c'était assez intéressant au point de vue de la fabrication, voilà, de l'inventivité que ça a demandé pour moi en tant que réalisatrice, quoi, d'essayer des trucs bizarres comme ça, qui en fait fonctionnent, quoi. Ben oui, étonnamment. Enfin, j'étais même hyper étonnée. C'était gratuit. La justice est humaine. Ouais. Non, c'était même gratuit. À part le seul jour où on a dépassé l'heure de fermeture, là, on a dû payer l'agence de sécurité. Voilà, c'est ça. Mais oui, ils étaient hyper accueillants et hyper motivés par le projet. Et si un jour on peut faire la projection là-bas, ce serait vraiment génial. C'est vrai que le film s'est fait juste avant la pandémie, donc du coup on n'a pas eu l'occasion de le projeter, donc c'est super de le faire ici ce soir. J'ai beau avoir évoqué un certain nombre de critiques sur le fonctionnement de la cour d'assises, je trouve que ce documentaire est génial. J'ai déjà vu un certain nombre de jurés qui étaient interrogés, qui étaient auditionnés, qui s'exprimaient, jamais autant sur tous les aspects de leur intervention. Et ce qu'ils expriment, je me suis demandé combien de temps vous aviez passé avec eux et combien vous en aviez vu auparavant pour sélectionner ces 10-là. Parce que ils sont pas tous représentatifs de l'immense majorité. La capacité de recul qu'ont tous ces jurés, tous les jurés ne l'ont pas. Et j'ai trouvé remarquable le travail que vous avez fait. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir. Merci beaucoup. Mais en fait, j'ai fait aussi quelque chose que je fais jamais, c'est que je leur ai donné toutes mes questions d'interview à l'avance. D'habitude, je joue sur la surprise, la spontanéité, le truc, machin, etc. Et là, je leur ai dit non, là, il faut vraiment que vous alliez chercher tous vos souvenirs et que vous arriviez à me conceptualiser, à la fois raconter et conceptualiser et rendre intelligible et tout ça. On en a fait un gros boulot, effectivement, de préparation, en fait. Même si le tournage a été très court,
Voilà, Vous les avez bien briefés. Ah ouais, Comme l'avocat avec les témoins qui l'a choisi. ouais. Pardon. Oui, c'est ça. Très marquante et c'est même une expression que j'ai eue devant d'autres magistrats quand on a projeté ça aux élèves de l'ENM, c'est que c'était parfois même de l'ordre du traumatisme psychologique cette affaire. C'est-à-dire, il se passe un truc où, vous savez, vous vous souvenez de chaque détail. Et ben eux, c'est pareil, quoi, parce que c'est de l'ordre de l'extraordinaire. Et puis bon, j'ai pris les gens qui avaient des bons souvenirs et des choses intéressantes à raconter. C'est vrai que c'est pas le tout venant du jury populaire, on est d'accord. C'est vrai que c'est extraordinaire l'audience d'assises. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que vous êtes projeté dans une intimité qui n'est pas la vôtre. Vous n'avez rien demandé et on va vous mettre au cœur des faits. Mais ce qui est peu abordé, c'est aussi toute la personnalité. Je trouve qu'ils en parlaient pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est très poignant aux assises. Ce temps qu'on consacre à la personnalité, tous ces témoins on va dire de moralité ou en tout cas de personnalité qui viennent et qui s'expriment, c'est là où les jurés ont vraiment l'impression de faire œuvre de justice humaine. Et ce que nous n'avons pas au tribunal correctionnel, on n'a pas le temps de recevoir père, mère, cousin et autant de témoins que le veulent les avocats et le procureur. Mais il y a vraiment d'ailleurs, il y avait ce monsieur qui donnait cette impression, enfin qui disait avoir eu besoin de ces 4 mois, qui en parlait aussi de ce côté humain où on avait vu le prévenu, enfin l'accusé, dans toute son humanité. C'est là toute la beauté de la cour d'assises, en ce sens que je pense qu'on n'imagine pas combien on aborde non seulement les faits et leur gravité, mais aussi tout ce qui a fait l'homme ou la femme qui est aujourd'hui jugé. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Moi, j'ai quand même des aspects positifs. Ouais. Mais ce monsieur était très touchant. La première fois que je l'ai rencontré, c'est, je sais pas, un ami de la famille, très lointaine, et tout ça. J'ai été le voir, il était à Saint-Malo. Je débarque, au bout de 10 minutes, il me raconte son procès et il se met à pleurer. Et là, je me dis, ah bon? Dingue! Mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Puis, enfin, je crois qu'il avait envie d'en parler aussi. Et donc cette parole-là, chaque qui était prête à jaillir, j'étais là. Oui, c'est le cas de la dame qui a vu ces vidéos pédopornographiques. Elle n'en avait jamais parlé. Et c'est en voyant, j'avais fait une petite annonce dans Ouest France. Elle m'a appelée, elle m'a dit, bah voilà, moi j'aimerais bien parler. Et elle l'avait jamais fait, quoi. Non, mais même s'il y a un huis clos, même une fois le procès terminé, on n'a pas le droit d'en parler. Et les huis clos sont quand même assez fréquents. Statistiquement, une victime de viol peut demander le huis clos et elle l'a de droit. Viol, acte de barbarie, accompagné d'agression sexuelle ou autre, c'est de droit. Donc là, s'il y a un huis clos, c'est non seulement le délibéré, mais même tout ce qui s'est dit pendant le procès qui ne doit pas sortir. Si ça reste sur l'oreiller, on en est bien conscient, c'est évident que ça arrive. Mais quand vous parliez des images pédopornographiques, je me permets juste une comparaison avec magistrats professionnels. Quand on a des dossiers de détention d'images pédoporno, ce sont les seules pièces, ou presque, que mes assesseurs ne veulent pas voir. Quand j'étais en audience correctionnelle et que j'avais devant moi les images pédopornographiques, il faut prouver que ce sont des mineurs de moins de 15 ans et qu'il n'y a aucun doute en regardant les images. Et ben, il faut éplucher les pages et les pages. C'est quelque chose qui est abject, ce qui est montré, et il faut s'y mettre. Magistrat professionnel, il est payé pour. C'est déjà très très dur, et je crois que j'ai jamais parlé avec quiconque de l'effet que ces images-là produisaient sur moi. Alors, j'imagine bien quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire. Moi-même, mes assesseurs ne voulaient pas, on me fait confiance à regarder, ils ont moins de 15 ans. Voilà. Donc, je voulais juste vous faire le moment parce que c'est vraiment une thématique qui est très très peu perçue, notamment par un magistrat professionnel. Mais après, ça dépend aussi des tempéraments de chacun, et c'est évident que les magistrats vont pas aller vérifier ce que vous dites le soir chez vous, une fois chez vous. Je pense que votre mari aurait pu vous raconter en long, en large, en travers. En plus, les procès, c'est quand même public, quoi. Voilà, donc c'est pas, il y a des comptes rendus dans les journaux le lendemain matin. Enfin, voilà, je pense qu'on a le droit, effectivement, de parler de ce qui se passe dans une cour d'assises, mais ça dépend après du tempérament aussi. Le jeune gars un peu chauve là, qui lui s'est passionné depuis qu'il a été juré.
il retourne régulièrement aux assises et il en a tellement parlé autour de lui, ça l'a tellement fasciné que sa fille est psychologue criminelle maintenant. Alors qu'elle était lycéenne au moment de son procès d'assises et ça a marqué tout le monde quoi, autour de lui et lui il s'en sort très bien mais il continue à être accro et fasciné quoi. C'est assez particulier comme réaction quand j'y pense. Il y a une cellule d'aide psychologique à Pau qui a été montée. Je sais pas où ça en est parce que moi j'ai fait le film donc il y a 2 ans donc depuis j'ai fait plein d'autres choses mais donc voilà. Pour certains procès exceptionnels, il y a été mis en place de cellules psychologiques. Pas pour les procès d'assises classiques, mais en matière de terrorisme à Paris, il y a une cellule même ouverte aux magistrats. Il n'y a pas de jurés tirés au sort à Paris. Ce sont uniquement des magistrats professionnels parce que c'est des affaires de terrorisme. C'est pour les protéger et parce que là, la douleur serait trop lourde pour des juges en matière de crimes stupéfiants et crimes terroristes. Il n'y a pas un juré populaire. Mais même, il y a certains procès comme celui-ci où il y a des cellules psychologiques. Alors, je ne sais pas si on mettra en place un groupe de parole en tant que tel, mais voilà. Celui du 13 novembre, il y a une cellule d'aide. Oui. Ah, d'accord. Et il y a même des psychologues qui sont en permanence dans les locaux pour toutes les victimes qui viennent et même les personnes qui sont proches de victimes, qui peuvent venir les consulter, les consultations par téléphone, sur place. Mais c'est un dispositif complètement exceptionnel. C'est le premier procès qui est aussi diffusé sur une chaîne dédiée sur YouTube, enfin pas sur YouTube mais sur un canal protégé, où les parties civiles victimes, en se connectant avec le code personnel qui leur a été donné, peuvent voir les débats. Comme ça, ils n'ont pas assisté aux 8 mois de dossier. Ce qui fait d'ailleurs quelque chose de complètement exceptionnel, en ce sens qu'il y a des victimes qui sont sur leur lieu de travail et qui vont se connecter pendant 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi au procès d'assises. Donc là, il y aura beaucoup de réflexions à faire sur ce point-là, mais c'est pas la justice de tous les jours, bien évidemment. Mais en tout cas, sur des procès spécifiques, il y a parfois des cellules mises en place. Il y a un avant et un après pour ces magistrats. Comme pour tous ceux qui participent à un procès, mais quels que soient les procès, on a tous un avant, un après, plus ou moins fort. Mais il y a des dossiers de traite d'êtres humains que j'ai traités au tribunal correctionnel parce qu'on n'avait pas criminalisé, on l'avait gardé, dont je garde des souvenirs très très précis. Je me souviens encore à quel moment est venue la personne. J'ose à peine imaginer si je me projetais dans le procès des attentats de Paris. Ah, mais ceux qui sont actuellement jugés. Là, vous croisez les doigts pour pas être tiré au sort. Et c'est mieux de pas être magistrat sur Paris. Je suis très partagé parce que les arguments que développait sont pertinents. Je suis d'accord qu'on a un manque de pédagogie, d'explication du déroulement de l'audience. Sauf que je sais aussi que le risque est, au moins dans un premier temps, et dans certains dossiers, que ce qui est déjà dans un décor de théâtre ne devienne du spectacle. On ne pourra pas empêcher que, si vous avez un procès avec plusieurs accusés, certains, ayant encore plus envie de se montrer que d'autres, ne soient pas les mêmes qu'ils ne sont les autres. Je sais déjà qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont habituellement à une audience. Je ne me fais pas d'illusions, mais ça donne un biais supplémentaire, une interrogation, et surtout, je voudrais être certain que ce qui est filmé ne pourra pas être réutilisé dans 10 ou 15 ans. Que je me mets à la place de la victime d'une agression sexuelle ou de violence conjugale aujourd'hui. Est-ce qu'elle a envie, dans 10 ou 15 ans, en tapant son nom sur Internet ou le nom de son ex-compagnon, on trouve les images de ce procès? Elle a peut-être eu besoin de se reconstruire non pas en oubliant, mais en n'évoquant plus avec ses nouvelles connaissances ce qu'elle a vécu. Et avec l'absence d'oubli et d'effacement sur Internet, j'ai d'énormes craintes. Il y a 15 ou 20 ans, j'aurais pas eu les mêmes interrogations, mais là, ça me fait très très peur. Donc je suis très partagé. Et un magistrat doit se prononcer, je dirais non. Je suis navré de finir sur un non. Je me permettrai juste de donner un conseil de lecture. Pour ceux qui n'ont pas encore lu L'innocentement de Claude Confortès. Lisez-le. C'est 12 hommes en colère, mais en France.